avant l'arrivée des étudiants qui vont parler du handicap dans quelques instants. Est-ce que vous vivez au quotidien avec un handicap, que ce soit en tant qu'aidant, un ami, de la famille que vous connaissez, ou alors est-ce que vous-même vous avez un handicap? Est-ce que vous souhaitez dire un mot dessus ou pas? Est-ce que vous avez envie de prendre la parole? Oui. Voilà, on t'écoute. Moi, je ne vis pas avec un handicap, mais je vis avec deux personnes qui souffrent d'un handicap au quotidien. Mon petit frère qui a 7 ans et mon autre petit frère qui a 10 ans. Mon deuxième petit frère souffre d'autisme sévère, il ne parle pas, ne supporte pas le bruit ni la lumière au quotidien. Il est capable d'exploser une colère juste parce qu'on n'a pas mis la musique qu'il voulait ou qu'on n'a pas mis son doudou au bon endroit. Et mon premier petit frère est hyperactif. Il ne peut pas rester en place ne serait-ce qu'une seconde. À table, il sort de table 3 fois juste pour nous montrer un moment qu'il a aimé dans sa journée. Il crie pour un oui ou pour un non. Donc c'est assez compliqué de vivre avec des gens qui ont des handicaps au quotidien, mais c'est faisable. Merci en tout cas pour ton témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient témoigner? Moi, je suis la maman d'une fille en situation de polyhandicap. Effectivement, donc, il y a un pays dans un milieu actuellement. Je rejoins un petit peu, elle n'a pas du tout l'autistique, mais effectivement, la difficulté aussi de la compréhension du quotidien, le fait qu'effectivement, voilà, la patience est toujours compliquée, que notre quotidien, quand il y a une fratrie, effectivement, c'est impactant sur la cellule familiale. Et malgré tout, malgré les difficultés sur l'accompagnement, sur les dossiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui existent au niveau du handicap, et que malgré tout, il y a des super professionnels qui accompagnent, et heureusement qu'ils sont là aussi. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Moi, du coup, c'est ma nièce qui a été diagnostiquée d'un TDAH. Et du coup, au quotidien, c'est assez compliqué. Par exemple, pour manger, on a des carreaux de carrelage, il faut qu'elle soit exactement alignée avec la chaise au carreau. Quand elle fait quelque chose, elle a du mal à rester concentrée. Et dès qu'on va dire quelque chose qui ne va pas lui plaire, elle peut exploser. Ou alors, d'un seul coup, elle va parler de quelque chose, puis après, elle va changer de sujet. Puis après, elle va revenir sur le premier sujet. Donc, faut la suivre. Donc, au quotidien, c'est assez compliqué. Mais en apprenant à vivre avec elle, on arrive à suivre, mais ça va. Ok, merci. C'est quoi un handicap invisible? Donc on en a un petit peu parlé pendant la représentation de tout à l'heure, mais est-ce que vous avez envie de dire un mot sur le regard invisible, ce que vous en pensez, c'est quoi pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, la notion de handicap invisible? Grand silence. Ça parle peut-être moins. Par rapport au handicap invisible, et presque aussi par rapport à certains handicaps qui peuvent être visibles. J'ai eu l'occasion en formation de côtoyer une personne non-voyante et j'ai découvert un monde grâce à elle où en étant sans difficulté particulière, je ne me rendais absolument pas compte de la complexité, des efforts à faire en plus, de la suradaptation que ça demande.
et du coup, qui est valable pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour que ce soit visible ou invisible, et de l'effort constant que les personnes en situation de handicap vont faire pour ça, et d'échanger avec elles, de voir comment c'est aussi notre rôle à toute personne, en fait, de faire un peu plus d'efforts pour comprendre l'autre, pour que justement les personnes en situation de handicap n'aient pas à faire 2 fois plus, où elles ont déjà le handicap à gérer, et en plus elles doivent se suradapter à un monde qui n'est pas prévu, adapté, qui tend à l'être, mais il y a tellement de chemin à faire. C'est vrai que quand on n'est pas porteur de handicap, on ne se rend pas compte forcément de toutes les difficultés, que ce soit accéder à un bâtiment ou même accéder à la vie sociale, échanger avec des personnes, tout ça, ça demande des efforts. Tu peux avancer la diapo suivante. Donc ça, c'est une typologie un peu de tous les handicaps. Elle n'est peut-être pas parfaite, voilà, il y a peut-être des choses à compléter, mais voilà, c'est une proposition. Donc avec à côté quelques pictogrammes qui les représentent. Donc c'est vrai que donc il existe le handicap intellectuel qui est représenté par ce pictogramme, les maladies chroniques et invalidantes, le handicap psychique, le handicap visuel, les troubles cognitifs, le handicap auditif, les troubles musculo-squelettiques et le handicap moteur, qu'on connaît peut-être un peu plus parce que c'est celui qui est le plus représenté. Est-ce que vous avez déjà vu ces autres pictogrammes auparavant, par exemple celui sur les handicaps psychiques? Est-ce que c'est un pictogramme que vous reconnaissez? Non. Non. Jamais vu. Voilà, c'est pictogrammes officiels, voilà, qui sont utilisés par l'État. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des handicaps qui sont moins représentés que d'autres. Oui. Oui, il y a une question. Le micro. Ah, super. Je voulais juste revenir sur le handicap invisible et par rapport aux maladies chroniques et invalidantes. Personnellement, j'ai une maladie chronique et invalidante, j'ai une polyarthrite rhumatoïde. Et par rapport au handicap invisible, donc là ça se voit pas, ça se voit uniquement quand je suis en crise, donc c'est des choses qui évoluent par pic pour le coup. Et le handicap invisible, c'est aussi devoir expliquer tout le temps à tout le monde ce qu'on a, pourquoi on ne peut pas faire les choses comme tout le monde au même moment que tout le monde. Et des fois, ça entend des réflexions du type « ça se voit pas ». Bah oui, ça se voit pas, mais ça y est et ça existe. Donc voilà, je voulais juste rebondir là-dessus. Bah, merci pour votre témoignage. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres réactions? Du coup, moi, c'est plus pour une expérience que j'ai eue du coup au cours des dernières années. Du coup, j'ai été opérée du tout, du coup, j'ai été en centre de rééducation pendant un bon mois. Et du coup, bien sûr, en centre de rééducation, on voit tout type d'handicap et on s'expose du coup à tout. Et oui, du coup, j'ai vu beaucoup de handicaps invisibles, des amis que je me suis fait, qu'on pourrait les croiser dans la rue, on pourrait croire qu'ils ont entraîné tout bien. Mais en creusant un peu plus et en connaissant leurs histoires, on voit que vraiment, leur maladie qu'ils ont ou autre, ça invalide vraiment leur vie et que c'est quand même Oui, je comprends, oui. Ça impacte beaucoup. Ouais. C'est vrai que oui, ça impacte et tant qu'on n'est pas touché en fait par le handicap, on peut pas vraiment, on peut pas se rendre compte. Et parfois ça peut nous arriver d'avoir, moi par exemple je suis pas atteinte d'un handicap, ça peut m'arriver d'être malade une semaine et ça m'handicape, sauf qu'après la vie reprend, je vais mieux. Mais pour quelqu'un qui vit sur de longues durées, c'est tout à fait différent. Et je trouvais que moi, le fait que je reste quand même un mois dans un centre comme ça m'a un peu ouvert l'esprit dans le sens que les personnes qui m'entouraient, pour moi c'était des personnes normales comme moi,
et que les personnes qui venaient me voir, ma famille ou mes amis, ça les choquait. Alors que moi, du coup, à vivre avec eux H24, en fait, ça me... On voit vraiment que, avec l'habitude, je sais pas si ça peut se dire, mais l'habitude, en fait, on le voit plus, le handicap. On le dissocie, quoi. Oui. Merci en tout cas pour ton témoignage. On peut peut-être passer. Alors, est-ce que celles et ceux qui ont déjà travaillé dans le milieu du handicap, que ce soit un travail ou un stage, est-ce que vous pouvez peut-être lever la main? Super, ça représente quand même une bonne partie de la salle. Donc maintenant, on va justement parler d'étudiants qui sont soit en situation de handicap, soit qui ont un proche en situation de handicap ou qui travaillent dans le milieu du handicap. Donc je vais les accueillir sur la scène. Du coup, je vous laisse vous présenter. Dorine. Du coup, moi je m'appelle Dorine et là je suis étudiante en licence accompagnement des publics spécifiques au lycée Notre-Dame le Ménimur à Vannes et je fais partie du conseil de développement depuis à peu près 1 an dans la commission inclusion handicap. Du coup, moi c'est Serval et je suis aussi du coup étudiante en licence accompagnement des publics spécifiques au sein du lycée Notre-Dame le Ménimur à Vannes. Et du coup, moi je m'appelle Louis, je suis étudiant en BTS DATR au lycée La Touche et j'ai fait du coup un bac pro SAPAT et je suis aussi dyslexique, dysorthographique et dyspraxique. Donc, voilà. Alors, je vais leur poser quelques petites questions, voilà, pour qu'ils me racontent c'est quoi leur histoire avec le handicap. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez me raconter la première fois que vous avez été confronté au handicap? Je ne sais pas qui veut commencer. Je vais commencer du coup. La première fois que j'ai été confronté du coup en situation de handicap, je m'en étais pas forcément rendu compte dès le début parce que dyslexique, dysorthographique et tous les 10, ça se voit pas directement, à part peut-être du coup la dyspraxie où j'avais un peu plus de mal à tenir un crayon, à faire mes lacets ou ce genre de choses. Mais du coup c'est ma première expérience du coup et c'était on m'a diagnostiqué du coup en fin 6e et du coup après j'ai un PAP qui a été mis en place du coup dès la 5e. Voilà. Un PAP? Projet d'accompagnement personnalisé. Ok. Du coup, moi, la première fois que j'ai été confrontée aux personnes en situation de handicap, donc c'était de mon plus jeune âge, puisque ma mère travaille en IME, donc Institut médico-éducatif, et en fait, il y avait des kermesses d'organiser. Et donc, c'est lors de ces événements vraiment que j'ai rencontré la première fois des personnes en situation de handicap. Et j'ai de plus donc ma mère qui est elle-même touchée par un handicap invisible. Et moi, du coup, la première fois que j'ai été confrontée au handicap, ça a été celui de ma grande sœur. Ma grande sœur, elle a une... Ça marche pas. Si, ça marche. Elle a une délétion du chromosome 13. Donc, en gros, pour faire simple, c'est l'inverse de la trisomie. Il manque un morceau de chromosome à la paire 13. Et du coup, ça m'a sensibilisée vachement tôt au monde du handicap. Comment vous vivez au quotidien avec le handicap, que ce soit votre propre regard, le regard des autres, est-ce que vous pouvez un peu me raconter ça? Eh bien, au début, je le vivais assez mal, on va dire, parce que en fait, ma dyslexie, elle est toujours assez sévère. On m'a proposé plusieurs fois d'aller en classe Ulysse, sauf que dans le collège,
on les voyait un peu, on les mettait vraiment à part. Du coup, moi, je voulais pas aller en classe Ulysse. Du coup, je suis resté avec des difficultés très longtemps et même encore aujourd'hui, ça reste assez difficile, même dans le monde du travail parce que je suis en apprentissage et ça reste assez difficile du coup d'envoyer des mails ou juste le simple fait de la rédaction en fait. On est tout le temps confronté, même à la lecture, ça reste assez difficile. Mais maintenant, je le vis plutôt bien, même le regard de mes proches, du coup, qu'ils vivent assez bien. C'est vrai qu'au début, du coup, on me mettait un peu à l'écart parce que j'avais du mal, j'avais des difficultés. Maintenant, si je le dis pas, on va le voir du coup si j'écris, mais maintenant, non, ça va plutôt bien. Du coup, moi je ne vis pas directement avec un handicap, mais du coup, comme je vous ai dit, ma maman elle est atteinte d'un handicap invisible. Donc elle a une surdité d'une oreille, donc au quotidien c'est pas toujours facile puisqu'il faut s'adapter. Quand on parle avec elle, il faut se mettre du beau côté. Même quand elle va en repas, il faut qu'elle arrive à trouver la bonne place pour entendre tout le monde. Donc c'est pas simple pour elle, mais une fois qu'on connaît vraiment la personne, on arrive justement à s'adapter à elle pour qu'elle se sente mieux. Et moi, du coup, ma grande sœur, elle est en foyer de vie depuis maintenant 7 ans. Du coup, elle ne vit plus au quotidien avec moi. Mais j'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence avec elle. Et ça comprend quand même beaucoup de défis parce que vivre avec le handicap de sa grande sœur, il faut faire preuve de patience, d'adaptation. Il faut aussi faire attention à sa posture, aux gestes. C'est répéter les mêmes choses, entendre les mêmes choses. Donc c'est entendre 40 fois par jour Dorine t'es belle. C'est un accompagnement. Mais c'est aussi recevoir des jugements, des regards pesants ou même des réflexions blessantes. Donc faut savoir passer au-dessus du regard de ceux qui ne connaissent pas le handicap. Et voilà. C'est très bien. Et est-ce que du coup votre parcours avec le handicap, est-ce que ça a influencé votre orientation professionnelle? Pour ma part, ça a grandement influencé parce que du coup, moi, de base, je voulais faire une générale. Je voulais aller en générale, sauf qu'on m'a dit du coup avec la dyslexie et que en plus mon PAP, je le voyais bien que certains profs le suivaient pas directement ou faisaient des entorses au PAP. Du coup, ça a été très dur pour la scolarité. Je voulais même du coup arrêter. Et je me suis quand même accroché. Du coup, j'ai pas fait de général. Je suis parti en SAPAT, donc service aux personnes et au territoire, parce que tout bonnement, j'aime bien en fait accompagner les personnes. Et puis en plus, au collège, on avait quelqu'un qui était en fauteuil roulant. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa aussi de l'aider. Du coup, je me suis renseigné un peu. Et voilà. Et maintenant, je suis en BTS. Pour le parcours, du coup, c'est quand même un peu compliqué parce qu'avec les études et puis les épreuves terminales qui sont assez dures, du coup, vu que c'est beaucoup d'écrits, c'est là où je suis quand même assez impacté. Et du coup, même en rajoutant un tiers-temps, ça va pas changer ma manière d'écrire ou de lire. C'est pas non plus la meilleure pratique, mais bon, voilà, je fais avec et j'essaye de trouver des astuces. Même du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, en apprentissage, où là, pour les mails, soit je me fais relire par des collègues, mais bon, parfois ils sont pas tout le temps là, du coup, pour relire. Et là, du coup, c'est assez difficile. Du coup, ce que je fais, c'est que je m'aide, du coup, j'ai des petits outils du coup, pour m'aider à l'orthographe, parce que une faute dans un mail, c'est pas pro, mais bon, j'en ferai tout le temps. Et donc, j'ai des petites astuces voilà, pour m'aider, et du coup j'utilise Langage Tool, c'est voilà, quelque chose pour éviter les fautes, du coup les fautes d'accord et tout ça. Voilà. Du coup, moi en ce qui concerne mon parcours professionnel, le fait que ma maman travaille
En IME, ça m'a beaucoup influencé et ça m'a permis de développer très tôt une sensibilisation à ce public. Donc c'est pour ça que cette année, j'ai décidé d'effectuer la licence accompagnement des publics spécifiques, parce qu'on est vachement auprès de personnes âgées ou personnes en situation de handicap. Et donc j'ai pu effectuer un stage justement en résidence autonomie où j'ai travaillé avec une personne en situation de handicap à aider au quotidien pour justement bien réussir à s'intégrer avec les personnes âgées. Et moi je pense que la sensibilisation que j'ai avec le handicap de ma grande sœur, ça a quand même beaucoup influencé sur mes choix de formation professionnelle. Parce que du coup j'ai beaucoup plus, je trouve, ce rapprochement avec le social et l'aide à la personne. Et encore aujourd'hui avec la licence, avec le Servan, où on a cette approche avec le public vulnérable. Et je pense que ça va encore continuer à me suivre pour mon parcours professionnel. Ça a forgé beaucoup ma volonté à vouloir m'engager dans les métiers autour de l'humain. Donc je pense que c'est une sensibilisation qui va me suivre tout mon parcours professionnel. Et du coup, vous en avez un petit peu parlé, mais est-ce que vous pouvez me raconter justement vos différentes expériences professionnelles en lien avec le handicap, des stages que vous avez effectués peut-être dans le milieu du handicap? Moi j'en ai fait énormément, du coup j'ai fait un bac pro SAPAT, donc je le répète, service aux personnes au territoire, où j'ai fait plusieurs stages. J'ai fait aussi, du coup, comme je l'ai dit, au collège en fait, j'avais un ami qui était en situation de handicap, donc en fauteuil roulant, et en fait pendant le cross on le portait sur un brancard, et du coup c'est la première personne que j'ai aidée. Et après, du coup, en SAPAT, j'ai fait un stage en clinique. J'ai fait un stage à l'IME aussi de Pleuhermel, où là, c'était quand même quelque chose de assez fort, parce que du coup, les enfants ne parlaient pas, ils communiquaient très mal. Du coup, ils avaient un classeur PEX autour de leur cou. En fait, c'est un petit classeur avec des pictogrammes pour pouvoir communiquer. Donc, c'est un stage quand même qui m'a assez marqué. J'ai fait un stage aussi en ESAT, où là, du coup, j'ai vu des travailleurs handicapés travailler. Et là aussi, c'était quand même assez fort. Et je crois que c'est tout. Du coup, moi, ma première expérience professionnelle en lien avec le handicap, du coup, ça a eu lieu cette année lors de la licence pour mon premier stage. Donc, j'ai fait mon stage au sein d'une résidence autonomie. Et cette résidence autonomie avait pour but d'inclure les personnes en situation de handicap au sein de la résidence, où il y a principalement que des personnes âgées. Donc justement, au début, ça a été très compliqué pour la personne en situation de handicap, parce qu'il fallait qu'elle arrive à s'adapter, mais aussi à réussir à communiquer avec les autres personnes âgées qui, eux, avaient beaucoup de préjugés par rapport à ça. Et du coup, moi, je l'ai accompagnée pour qu'elle se sente au mieux au sein de la résidence. Et maintenant, quand je suis partie, ça allait mieux, puisqu'on a mis pas mal de choses en place justement pour qu'elle arrive à s'adapter et à être au mieux au sein de la résidence. Et moi, j'ai pu faire un stage en ESAT, donc établissement et service d'aide par le travail. Et ça m'a donné une autre facette du handicap, parce que avec celui de ma grande sœur, elle n'avait pas les capacités d'aller travailler, d'avoir un emploi. Donc du coup là j'ai pu vraiment découvrir en fait l'inclusion du handicap par le travail. Et du coup j'ai pu découvrir un public qui avait la capacité de s'investir et d'être fier en fait de ce qu'il réalisait. Donc voilà. Et enfin, est-ce que vous pouvez me raconter ce qui vous a le plus marqué pendant vos stages, une situation peut-être? C'est une bonne question, parce que j'ai plein de choses là qui me remontent du coup. C'est vrai que pour l'IME c'était très fort du coup de voir des enfants qui, je sais plus si je l'ai dit, avaient entre 9 et 10 ans et ne savaient pas parler. C'était quand même assez fort. Mais je pense que je parlais quand même de plus de mon expérience où c'est dès que je me suis rendu compte, ou quand on m'a dit que j'avais accès à la classe Ulysse,
j'ai tout de suite refusé. Et en fait, j'avais d'autres élèves du coup qui ont entendu ça, qui m'ont dit que qui ont entendu que je pouvais aller en classe Ulysse. Donc forcément, c'est là où je me suis rendu compte que juste parce que j'étais dyslexique, dysorthographique, on m'a un peu insulté, enfin voilà, on m'a harcelé pour dire les mots. Du coup, ça m'a suivi le reste du collège, où du coup, j'étais un peu le neuneu qui savait pas écrire, et voilà. Du coup, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la manière dont les personnes en situation de handicap elles peuvent être mises à l'écart, parce que les personnes âgées ont vachement de préjugés par rapport à ça, ils connaissent pas forcément le handicap, donc pour eux c'est pas normal d'avoir une personne âgée en situation de handicap au sein de la résidence. Et aussi, donc j'ai pu observer qu'il y avait beaucoup d'environnement et ça manque aussi d'adaptation aux personnes en situation de handicap. Mais c'est pas parce que c'est pas la déficience qui empêche la personne d'avancer, mais c'est bien le regard des autres et les obstacles de la société de maintenant. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est, je pense, de mon expérience pro et perso, c'est de constater qu'entre une personne en situation de handicap et une personne qui n'est pas porteur de handicap, il n'y a pas un si grand écart que ça, parce qu'on a tendance même involontairement d'attribuer une étiquette ou un jugement de valeur, alors que pendant mes stages, j'ai pu échanger, j'ai pu travailler, même encadrer avec un public handicap qui avait la capacité d'exécuter une tâche comme tout le monde, qui avait la capacité de s'apprécier dans l'équipe, mais aussi de ne pas s'apprécier. Ils avaient la capacité aussi d'entraide. Et je trouvais ça beau, en fait, de voir qu'il n'y a pas vraiment d'écart, en fait. Donc voilà. C'est pas grave. Merci en tout cas pour vos témoignages. C'est vrai que c'est pas toujours évident d'intervenir devant un public. Est-ce que vous avez peut-être des questions à poser à Dorine, Louis et Servan? Après, votre BTS, vous pouvez faire vous pouvez travailler dans quoi, dans quelle structure, ou faire quel métier? Après le BTS, du coup, moi j'aimerais bien, avant de faire mon BTS, je voulais faire infirmier, mais j'ai renoncé à mes vœux 2 semaines avant pour aller du coup en BTS, et parce que je me dis qu'en fait, je pourrais, pourquoi pas, essayer de faire une carrière en tant qu'élu. J'aimerais bien parce que du coup, je pourrais aider, la population, et pas que les personnes en situation de handicap. En fait, voir plus large et aider le maximum de personnes que je peux. Et c'est vraiment mon but, en fait, d'essayer le plus de personnes que je peux. Et c'est ça que je veux faire. Voilà. Être élu n'est pas une carrière. Hein. À moins de... J'aimerais voir assez grand. Et pour le moment, en fait, la question de ce que je veux faire plus tard, je ne sais pas trop encore ce que je veux faire. Mais en tout cas, pourquoi pas être au service de la population, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc voilà. Et du coup, pour Servan, c'est quoi ce que vous voulez faire plus tard, ensuite études ou métier? Moi, j'ai pas forcément. Là, je suis un peu perdue, donc c'est un peu compliqué aussi parce qu'avant, j'ai effectué le même BTS que Louis. Mais là, pour l'année prochaine, c'est la question que je me pose encore actuellement. Mais j'aimerais bien tenter auxiliaire de puériculture, travailler avec les enfants et pourquoi pas les enfants en situation de handicap, justement, pour les aider au quotidien. Et moi, pour l'année prochaine, j'ai fait des demandes dans des masters justement autour du social. Et on verra bien où est-ce que les vœux me mènent. Mais en tout cas, je sais que je vais rester dans cette optique de travailler dans le social et dans les métiers de l'humain. Pourquoi pas dans un poste de coordination ou direction, si possible. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la suite de la journée. On va remercier quand même. Oui, on remercie quand même.
moi je m'appelle Sophie Wack, je suis la directrice de l'ESAT Les Bruyères et je suis accompagnée de Grégory Chéron. CISP, chargé d'insertion professionnelle à l'ESAT Les Bruyères et également en charge de l'animation avec 2 collègues de l'atelier FALC de l'ESAT. Donc comme vous l'a dit Michel, donc FALC, facile à lire, à comprendre, on a juste préparé 2 ou 3 petites slides pour dire, donc en fait, rappeler ce qu'est un ESAT. Donc on accompagne des personnes en situation de handicap qui sont orientées par la Maison départementale de l'autonomie. On vient d'arriver sur Ploërmel, depuis on a ouvert le site le 3 mars, on était historiquement sur la commune de Plumelec. Donc nous on accompagne des personnes qui relèvent du milieu protégé de travail. Donc on fait partie de l'association que vous connaissez peut-être, l'ADAPI du Morbihan. Donc les l'ESAT Les Bruyères, ça a été, il a été créé en 1973, donc c'est l'ESAT historique en fait de l'ADAPI. Et donc depuis début mars, 5 rue Marie Curie, donc pour ceux qui ne connaissent pas, à côté des celluloses de Brocéliande. On a un agrément de 85 équivalents temps plein, donc ça veut dire qu'on a un financement pour 85 équivalents temps plein. Avec le jeu des temps partiels, c'est 95 personnes qui travaillent sur différents ateliers. Donc on a un atelier menuiserie, on a aussi des équipes espaces verts qui interviennent chez les particuliers, dans les entreprises, pour leur même communauté aussi. On a un atelier de sous-traitance industrielle, ce qu'on appelle aussi des ateliers de conditionnement. On a un atelier restauration. Donc depuis qu'on a ouvert, en fait avant on était en ce qu'on appelle en liaison froide, on recevait des repas déjà préparés qu'on réchauffait. Depuis le 3 mars, on est en fabrication propre et on attend de pouvoir ouvrir au public. Donc pour les personnes que ça pourrait intéresser, on doit mettre en place une caisse enregistreuse, en fait, il nous manque juste le moyen de paiement. Mais l'idée, c'est de pouvoir en fait, ouvrir notre restaurant au public pour que vous puissiez découvrir les bons petits plats fabriqués par les travailleurs. On a un atelier prestation de services en entreprise. En fait, c'est une équipe qui va aller travailler dans une entreprise qui occupe des emplois comme monsieur et madame tout le monde. L'atelier qu'on a nommé accueil, propreté, service, donc c'est l'entretien des locaux et aussi de la location de salles. On a des salles de réunion qu'on loue. On propose la prestation petit déjeuner, déjeuner. Donc toujours dans le sens aussi de l'inclusion, de faire venir les entreprises dans nos locaux. Et puis l'atelier facile à lire et à comprendre qu'on a dû lancer il y a presque 2 ans maintenant. Et ben donc je vais laisser la parole à Grégory. Alors l'atelier FALC regroupe 15 travailleurs qui travaillent habituellement dans tous les autres ateliers de l'ESAT, mais donc ils participent à des groupes de travail quand on a des documents à réaliser en FALC. Donc ils ont suivi une formation, c'est l'UNAPEI. Oui, monsieur, on est passé par l'UNAPEI. Dispensé par l'UNAPEI, les encadrants également. Donc nous sommes 3, ma collègue Delphine, David et moi, pour animer cet atelier. Donc les clients, ce sont des entreprises ou des collectivités. Ça peut être refaire des règlements intérieurs, des chartes, des brochures. On a travaillé aussi pour un organisme de formation, Equal, pour retravailler en FALC un document proposé dans le cadre d'une formation sur la retraite. On a fait également un document pour l'Office du tourisme de Lorient. Donc, plusieurs types de travaux. Donc, créer un document à partir de rien, voilà, juste d'une idée, comme une brochure par exemple. Retranscrire un document qui existe déjà, en facile à comprendre. On peut également relire et évaluer des documents qui sont déjà rédigés en FALC. Quoi qu'il arrive, pour qu'il y ait ce logo, FALC, il faut qu'il y ait un travailleur en situation de handicap qui ait soit participé à l'écriture du document, soit qu'il l'ait validé. Le FALC, donc ça veut dire facile à lire et à comprendre.
c'est réécrit. C'est un texte en FALC, il doit être écrit dans un langage que tout le monde peut comprendre. Et ça rend l'information simple, simple à comprendre, voilà, et à lire, pour plusieurs raisons. Ça s'adresse aux personnes en situation de handicap, mais pas que. Aux personnes étrangères, en tout cas qui n'ont pas le français comme langue maternelle, des personnes qui ont des difficultés à lire et à écrire, des personnes âgées, parce que c'est écrit le plus gros notamment, des personnes qui ont des difficultés 10 comme dyslexie, dyspraxie, et des personnes qui ont des difficultés de repère dans l'espace. Donc c'est utile à tout le monde. Et c'est obligatoire, puisque c'est écrit dans la loi du 11 février sur l'égalité des droits et des chances, et c'est un droit qui est reconnu par la Convention des Nations Unies. Donc c'est pour rendre l'information accessible à tous. Donc le FALC a été créé par l'association Inclusion Europe en 2009, et donc la France était représentée par l'association Nous aussi, et par l'UNAPEI. Donc le FALC, comment on écrit? Donc comme je vous disais tout à l'heure, la règle la plus importante, c'est qu'il y ait des personnes en situation de handicap qui participent à la réalisation du document. Ce sont les seuls à pouvoir dire si le document est à la fin facile à lire et à comprendre. Et c'est les personnes qui sont le plus à même à pouvoir reformuler des phrases, trouver les bons mots, les bonnes illustrations dont elles ont besoin. Et pour compléter ce que dit Grégory, on parle bien de transcription et pas de traduction. C'est important parce qu'en fait, on va vous montrer des exemples tout à l'heure. En fait, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on reprenne un document et qu'on retrouve exactement toutes les informations. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les informations essentielles et on va les transcrire en informations compréhensibles et facilement lisibles par tous. Mais un document en FALC ne va jamais reprendre, c'est pas un document, je traduis du français en anglais, c'est exactement la même chose. Là, on va ressortir les éléments essentiels du document, en fait. Donc le type d'implication pour les personnes, l'écriture, en FALC, donc soit en créant un document voilà, à partir d'une idée d'un client, ou retranscrire un texte qui est déjà existant. Ou la relecture, comme je disais, donc donner un avis sur un document qui est déjà rédigé en FALC, il y a quelques modifications s'il y a encore besoin, et évaluer selon une grille qui est très complète, qui fait, voilà, toutes ces pages-là, je crois même qu'il y en manque, voilà, où il y a tout un tas de critères, et il faut cocher oui ou non s'ils sont remplis, et il faut qu'il y ait 80% des critères remplis pour que le document puisse être approuvé FALC. Et du coup, mettre le petit logo bleu, c'est ça? Oui. Donc, comment on écrit? Donc, ce qui compte en premier, c'est l'aspect visuel. En fait, il faut que le document... donc ça comprend, on va dire, la police de l'équipe. La police, oui. Il faut respecter une certaine taille, un type de police. On peut pas utiliser... j'ai pas de police comics par exemple. Voilà, en fait, il y a trois polices recommandées. La taille des lettres, la mise en forme, l'espacement entre les lignes, les coupures de phrases à tel endroit et pas un autre. Il y a des règles sur le soulignement, la mise en gras, l'italique, c'est ça recommandé, les couleurs de la police également.